Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, salut à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Eh bien, voilà, nous avons déposé nos valises dans notre road trip, dans notre tour de France de l'immobilier, des villes où la France a beaucoup de talent. Nous sommes ici, à Angoulême, ville historique, ville magnifique, qui a les pieds dans la terre et l'ancrage de son histoire, mais aussi la tête tournée vers l'innovation, vers la modernité. Et le but, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, c'est qu'on vous fasse découvrir cette très jolie ville. Et bien évidemment, c'est l'avant-dernière date de notre fin de saison, puisqu'on sera au mois de juillet prochain à Nîmes, où nous clôturerons notre saison. Mais n'ayez crainte, on se retrouvera à la rentrée pour aller à la découverte des villes de France. Et je suis bien sûr toujours accompagné de mon complice Olivier Marin. Comment ça va, Olivier ? Très bien, très heureux d'être ici. Bonjour Sylvain. Alors, très heureux au nom de Figaro Immobilier et de Figaro TV de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec toujours ce même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Alors, on va le voir à travers des reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, donc après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, Le Havre, Tours, Lorient et Angers, nous sommes à Angoulême, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir ici sur le plateau, Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême. Bonjour. Bonjour à vous. Très heureux de vous recevoir ici. La suite du programme, on va retrouver dans l'émission la séquence La vie ensemble. On recevra Amaury Vallée, qui est directeur régional de Nexity. Ce sera l'occasion de faire le point et un premier panorama à la fois de la ville, l'agglomération, mais aussi l'immobilier à l'échelle d'Angoulême et son agglomération. La séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Et Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Angoulême et aussi des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la rubrique Parlons territoire avec Arkea Entreprise Institutionnelle, on recevra Cyril Curie, qui est directeur territorial institutionnel d'Arkea Banque, qui sera à nos côtés pour parler d'opérations d'aménagement et d'urbanisme. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on recevra Maître Amandine Spichat-Bérard, notaire à Angoulême. On fera un tour d'horizon et on parlera de l'évolution des prix, mais aussi des ventes à Angoulême et donner là aussi des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Angoulême, l'édito, c'est à vous. Alors bonjour monsieur le maire, merci beaucoup de nous accueillir dans votre ville d'Angoulême. Alors sachez que, je vais vous faire une confession, je suis ravi d'être ici, pour plusieurs raisons. La première, très personnelle, je suis un fan absolu de bande dessinée, et on est ici dans la capitale internationale de la BD. Il y a un festival annuel, mondialement connu, il y a aussi un musée dédié et de nombreux murs peints à travers la ville. Aussi, je suis ravi d'être ici parce que je suis originaire du Sud-Ouest. Et Angoulême, c'était une étape importante vers notre retour à la maison. D'ailleurs, Angoulême est surnommé le balcon du Sud-Ouest, en référence à sa position sur un éperon calcaire qui domine la Charente. Merci donc, monsieur le maire, de nous accueillir ici. Alors, les premières traces humaines, un peu d'histoire, remontent au Paléolithique. Le site d'Angoulême était, semble-t-il, occupé il y a 14 000 ans déjà. Avant l'arrivée des Romains, Angoulême était aussi un oppidum gaulois d'importance, faisant, c'est pas anodin, de la ville l'un des sites les plus anciennement urbanisés de France, comme Bourges ou Besançon. C'est dire l'importance d'Angoulême. Il faut dire aussi que ce fameux éperon calcaire, qui domine la rivière Charente de 80 mètres, offre un point stratégique de tout premier ordre. C'est donc tout naturellement que, pendant la période romaine, Angoulême prospère, surtout à partir de la fin du IIIe siècle, quand il y a eu une réorganisation du réseau de voies faisant passer les axes Bordeaux, Limoges, Lyon,
et Poitiers-Bordeaux par cette cité romaine qui s'appelait alors Iculisma. Bien évidemment, il y a beaucoup à dire sur la période Moyen-Âge. Iculisma, c'est la ville, c'est le nom d'Angoulême. Le nom d'Angoulême, tout à fait, le nom romain d'Angoulême. Donc après Iculisma, on passe au Moyen-Âge, période faste pour la ville par bien des aspects. Angoulême, d'abord, c'était un centre quasi névralgique de la guerre de Cent Ans. Alors, en terre anglaise au XIIIe siècle, rattachée au royaume de France en 1308, avant de redevenir anglaise en 1360 après le traité de Brétigny, puis définitivement française en 1372 quand ses habitants boutent eux-mêmes l'anglois hors des murs. Et oui, le Moyen-Âge, c'est l'occasion pour votre cité de développer aussi son activité commerciale. Angoulême s'étend en dehors de ses remparts, sur la plaine, devient une étape importante vers les pays de l'Ouest. On y vend du sel, du vin, et Angoulême devient un carrefour commercial entre La Rochelle et Limoges, entre la Touraine et le Bordelais. Avec ce développement économique, suit le développement démographique et surtout urbain. Les villages aux alentours de la ville sont peu à peu intégrés et se transforment en faubourgs. Au XVIIe siècle, Angoulême compte environ 10 000 habitants. Le principal développement d'Angoulême à cette période tourne autour du papier. Les besoins en papier augmentent avec l'apparition de l'imprimerie et la région d'Angoulême devient le lieu de prédilection des papeteries grâce à la pureté de ses eaux et à son sol calcaire. C'est une des principales richesses économiques de la région jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'activité papetière diminuera au XVIIIe siècle, mais reprendra au début du XIXe siècle, jusque dans les années 1960, où l'imprimerie prendra le dessus. Le XIXe siècle, synonyme pour Angoulême d'urbanisation, Angoulême devient le chef-lieu du département de la Charente. La ville est reliée à Bordeaux par le chemin de fer en 1852. Et la liaison vers Paris se fera l'année suivante. La population évolue rapidement, elle passe de 15 000 habitants en 1806 à 38 000 en 1901. D'un point de vue urbain, l'influence anglaise se fait sentir, c'est un beau clin d'œil de l'histoire, mais en fait il y a beaucoup de développement du commerce du cognac, et donc beaucoup de liens avec l'Angleterre. Les rues sont percées, élargies, des ensembles résidentiels sont construits, les remparts sont devenus des promenades, et les anciennes portes de la ville, anciens verrous, sont abattus. À partir des années 1870, Angoulême s'étend considérablement vers le plateau à l'est, mais aussi vers ses faubourgs bas où règne activité commerciale et industrielle. Et enfin, vers la fin du XIXe siècle, une percée de type haussmannienne est entreprise entre les nouvelles halles et le nouvel hôtel de ville. Alors, bien évidemment touché démographiquement pendant la Première Guerre mondiale, Angoulême le sera physiquement à l'issue du second conflit quand des bombardements alliés intenses sur les installations ferroviaires feront d'immenses dégâts. Ce sont les 5 gares de la ville qui ont été ciblées par 3 vagues de bombardements. Des centaines de maisons sont détruites et des milliers d'habitants sinistrés. Alors Angoulême attaque les 30 Glorieuses par une extension de ses quartiers périphériques. À l'architecture d'avant-guerre succèdent de grands ensembles, des lotissements pavillonnaires, typiques de la période des 30 Glorieuses. La ville se renouvelle face au déclin des activités industrielles traditionnelles, évoquées plus tôt. Le tertiaire, à travers la banque et l'assurance et le tourisme, prennent le relais. Angoulême devient surtout un centre national de l'image animé avec la création d'un pôle image reconnu. Et dans les années 70, c'est le désormais très célèbre festival de la bande dessinée qui se crée. La tradition historique de la papeterie, évoquée précédemment, n'est finalement pas si loin. Après, avec les bouleversements liés à la période Covid, les nouveaux modes de travail et la fuite de la région parisienne par une population cadre, Angoulême se renouvelle. Une nouvelle population arrive, plus jeune, plus urbaine. La population tend à se stagner après une baisse continuelle depuis les années 1960. Angoulême, c'est un territoire qualifié de territoire en transition par l'INSEE. Et ses défis pour le XXIe siècle bien entamés sont connus. Protéger ses habitants dans la continuité d'un passé très riche, moderniser la ville en prévenant le dérèglement climatique, en favorisant l'attractivité locale et en assurant la transition entre les générations. Rien d'effrayant pour une ville dont la devise adoptée au XIVe siècle est « Fortitudo mea civium fides », ce qui fait ma force, c'est la fidélité de mes citoyens. Alors à tous, bienvenue à Angoulême. Bravo. Merci Grégoire, merci. Vous restez avec nous Grégoire. Ça vous a plu cet édito, monsieur le maire ? Ah oui, puisqu'il est assez conforme en effet à l'histoire de notre belle cité et notamment à sa réorientation aussi de ces derniers siècles, puisque en effet l'industrie papetière
a été, je crois, le meilleur moment pour aussi produire ces beaux immeubles et ces beaux hôtels particuliers que nous avons dans la vieille ville. Et puis, je trouve que, en tout cas, le quartier papetier au pied du fleuve, au pied de la ville et au bord du fleuve, est un exemple assez réussi de reconversion industrielle. Je le cite, c'est un exemple, puisque les élus sont passés, mais on continuer, on va dire, dans la même orientation. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que ça a été une belle idée de faire fructifier finalement ce salon de la bande dessinée, qui est devenu depuis un festival de la bande dessinée, qui a fêté sa 50e édition il y a quelques mois, et qui a produit et s'aimé sur le territoire et a donné une nouvelle identité à la ville. C'est en plus une ville qui est extrêmement intéressante, nous qui prenons l'habitude de tourner, entre ce côté très architectural, très ancien, où il fait bon, voire même une forme de déambulation bucolique dans les rues d'Angoulême, et en même temps, c'est assez saisissant, une formidable technologie autour de l'image, une émulation assez rare, une jeunesse très tournée sur l'avenir. Donc cette alliance, vous voyez, entre une architecture à la fois médiévale, historique, très touristique, où on mange d'ailleurs très bien, hein, voilà. Et en même temps cette modernité, je trouve que c'est un bon alliage pour une ville, pour lui redonner à la fois l'attractivité. Et d'ailleurs, on a observé effectivement, comme l'a rappelé notre ami Grégoire, un tassement de la démographie qui a fini de décroître pour retrouver des couleurs démographiques, ce qui démontre que votre collectivité, cette ville, retrouve une véritable attractivité. Vous partagez cet élément? Oui, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs à certains collègues maires, puisque je siège au conseil d'administration de Ville-de-France. Vous savez, Ville-de-France, c'est l'association des élus des communes de 10 à 100 000 habitants qui peut-être se reconnaissent pas dans l'action de France Urbaine, qui est plutôt l'association des métropoles, et qui ont des particularités qu'ils ne retrouvent peut-être pas forcément au sein de l'Association des maires de France, puisque les communes sont diverses et les problématiques des villes moyennes sont particulières. Et donc c'est vrai que souvent les collègues me citent Angoulême en exemple, ou finalement ressentent de l'envie vis-à-vis d'Angoulême, puisque ils le disent, ils n'ont pas la chance donc d'avoir parfois le statut de ville-préfecture, ce qui est le cas d'Angoulême. Oui. Ils n'ont pas la chance d'avoir une identité, ce qui est le cas d'Angoulême, puisque on a eu le papier, on a rebondi assez immédiatement finalement donc sur les industries culturelles et créatives et la filière image que vous avez citée. Et puis, ils disent eux-mêmes que même s'ils ont la chance de pouvoir prendre des campagnes de communication auprès de médias nationaux, même après plusieurs années et après des budgets assez colossaux, malheureusement, ils n'ont pas encore cette identité et ils ne savent pas forcément encore être repérés sur une carte nationale comme on arrive à le faire avec le Sud-Ouest et avec Angoulême. C'est très clair. Je vous propose, si vous voulez bien maintenant, de voir votre ville sous un angle différent. On a tourné quelques images. Alors, on a une vision tout de suite un peu plus poétique, un peu plus holistique que les reportages qu'on fait habituellement dans les villes. On a un parti pris, encore une fois, c'est nous on pense avec Olivier que dans ce road trip, notre pays, la France, a des villes magnifiques qui ont un formidable talent. Et il y a une chose que nous aimons particulièrement au Figaro et à Radio Imo, c'est que nous aimons beaucoup les élus locaux, puisqu'on considère que c'est vous qui êtes les premiers à porter de l'aménagement du territoire. Et on aimerait, si on peut faire passer ce message à la suite de la restitution du CNR et autres conférences là-dessus, qu'on reconnaisse enfin le rôle majeur qui vous est attribué et qu'on retrouve finalement cette latitude que parfois on vous a un peu confisquée pour des raisons, on va dire, des tentations un peu jacobines, on peut dire les choses comme ça. Je vous propose qu'on découvre les images tout de suite. Une fois n'est pas coutume, bienvenue. Bienvenue cette fois-ci à Angoulême, cité millénaire nichée sur son éperon calcaire au-dessus de la rivière Charente. Nous sommes dans les grands salons de l'hôtel de ville d'Angoulême, ce magnifique hall, cette salle de bal construite à l'époque de Napoléon III par l'architecte Paul Abadie fils, l'auteur du Sacré-Cœur de Montmartre.
Alors son départ, il est très ancien. Vous savez, les premières traces retrouvées à Angoulême de présence humaine remontent à 14 000 ans au bord du fleuve Charente. Ensuite, la ville s'est développée avec ses remparts à l'époque de la fin de l'Empire romain, à l'arrivée des barbares. Il a fallu se protéger contre les Vandales. Et la ville s'est développée au Moyen-Âge autour de 3 dynasties comtales, les Taillefer, les Lusignans et les Valois-Angoulême. Le centre historique d'Angoulême est surnommé le Plateau. Il comprend les monuments historiques les plus remarquables de la ville. À tout seigneur, tout honneur, commençons par son hôtel de ville. Il siège au cœur de la ville haute et est érigé de 1858 à 1869 à l'emplacement du château comtal dont il ne subsiste que le donjon des Lusignans du XIIIe siècle et la tour des Valois du XVe siècle. Un beffroi surplombe l'ensemble, il date du XIXe siècle. Isabelle Taillefer, elle appartient à cette famille comtale des Taillefer et l'important, c'est qu'elle a épousé le roi d'Angleterre au XIIIe siècle, Jean Santerre, et elle a été à l'origine de cet hôtel de ville, de ce château, puisque c'est elle qui a voulu la construction de ce château. Isabelle Taillefer et son mari, le roi d'Angleterre, a fondé la première commune d'Angoulême. Valois-Angoulême, qui, à partir du XVIe siècle, se sont développés bien sûr ici, et le personnage le plus important, c'est Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, qui est née ici en 1492. Aujourd'hui, depuis le XIIe siècle, nous avons cette magnifique cathédrale Saint-Pierre qui a la particularité d'être une cathédrale romane, ce qui est assez rare en France. Et l'élément le plus intéressant, bien sûr, c'est sa façade qui date du début du XIIe siècle et qui est constituée de plus de 75 personnages sculptés. Dans la vieille ville, déambulez le long des rues moyenâgeuses. Admirez la rue Hergé, le théâtre du 19e siècle, l'église Saint-André ou encore les nombreuses places et fontaines. De véritables pépites qu'il convient de découvrir à son rythme. N'hésitez pas à flâner entre les étals du marché des Halles d'Angoulême, dont l'architecture industrielle date de la fin du 19e siècle. Un peu plus au nord, au pied de la Charente, n'hésitez pas à visiter le musée du papier. La bande dessinée étant au cœur de la ville d'Angoulême, plusieurs occasions s'offrent à vous si vous êtes lecteur assidu. Enfin, si vous êtes à pied, n'hésitez pas à finir par le circuit des remparts, proche des murs peints. Cette balade longe les remparts du 4e siècle et offre de superbes points de vue. À partir de cette boucle de 8 km, découvrez les 19 murs peints et imaginés par de célèbres auteurs de bandes dessinées. Bonne visite! Alors, je crois que la beauté d'Angoulême peut suffire au bonheur. Je dirais la découverte de ces remparts, de ces horizons dégagés qui invitent à la liberté, mais aussi au rêve. En reprenant un vers du cimetière marin, aux récompenses, après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Magnifique. Alors, c'est absolument génial parce que dans chaque ville où nous allons, on trouve des amoureux de leur territoire. C'est extraordinaire. Des ambassadeurs. Voilà. Comment ce reportage vous a inspiré, monsieur le maire? J'y retrouve évidemment ma ville, j'y retrouve un de nos agents municipaux, puisque Florent Gaillard est certes un brillant historien local, mais aussi notre directeur du musée du papier et des archives municipales. C'est un amoureux évidemment de l'histoire et surtout de l'histoire d'Angoulême. C'est notre Stéphane Bern local, puisqu'il a eu même la chance de tourner ici dans les salons de l'hôtel de ville avec Stéphane Bern lorsque Secret d'Histoire a consacré une émission à Marguerite. Ouais. Et donc c'est une personne passionnante et passionnée, et je crois qu'il fait aussi évidemment la fierté des Angoumoisiens, puisque il fait partie aussi du club des ambassadeurs, puisque nous avons notre club d'ambassadeurs qui sont des personnalités assez diverses du monde culturel, du monde économique, de tout horizon, et Florent fait partie de cela. Puisqu'on sait pouvoir compter sur lui à tout moment pour parler positivement, évidemment, du territoire. Alors, en spécialisant la ville d'Angoulême sur une dimension, on va dire, culturelle, on le voit, hein, d'ailleurs, ça transparaît assez bien. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, et suffisamment important pour le souligner, c'est que vous avez en plus trouvé votre modèle économique par rapport à cette dimension culturelle. Vous avez placé cette ville qu'on appelle... Alors, moi, j'aime pas trop le mot ville moyenne. Voilà, c'est une ville à part entière. Vous avez réussi à la placer sur l'échiquier international. Tout le monde connaît
Angoulême dans le monde entier, les fans de BD bien évidemment. C'est-à-dire que l'attraction du festival a quand même quelque chose de vraiment important. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes aux affaires, c'est votre second mandat, vous avez été élu en 2014, vous avez été réélu évidemment, donc c'est signe que vos administrés vous font confiance. Est-ce que vous allez continuer à ancrer finalement Angoulême dans cette dimension à la fois culturelle mais aussi économique, puisqu'on voit bien que beaucoup de jeunes arrivent ici pour l'image, apprendre, se développer. On a même des studios qui s'installent ici, beaucoup de tournages ont même lieu ici. Je crois même qu'il y a un projet Astérix et Obélix qui va démarrer bientôt en images. Est-ce que cette stratégie-là, vous allez la développer au sein de votre ville? Oui, évidemment, puisque c'est l'exemple que je soulignais, plus que réussi, de reconversion industrielle après nos heures de gloire, on va dire, autour de la filière papetière. Et c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'être, on va dire, connus, reconnus sur le plan international. Le festival, c'était il y a 50 ans. Le Centre national de la bande dessinée et de l'image, c'était donc 10 à 15 ans après, sur une décision du gouvernement de l'époque de fixer cet établissement public ici en région à Angoulême. 10 ans après cette deuxième étape, c'était le syndicat mixte du pôle Image Magélis qui naissait sur l'initiative des élus locaux. Et donc, celui-là, maintenant, a 25 ans d'expérience derrière lui. Donc, on voit bien que 50 ans de festival, une trentaine d'années du Centre national de la bande dessinée de l'image, qui est depuis devenu la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, qui est fortement accompagné par l'État en région et l'initiative des élus locaux, ont produit des effets assez prodigieux. Et il faudrait être fou, évidemment, pour prendre un virage à 180 degrés sur cela. Bien sûr. On a une identité, on a, je crois, la force d'acteurs économiques qui sont venus s'installer ici. On a la force de jeunes talents, créateurs, artistiques, qui donc sont les grands noms de demain et qui participent évidemment à la vitalité de notre ville au quotidien ici, bien que nous n'ayons pas la chance d'avoir une université indépendante donc à Angoulême. On a tellement d'écoles publiques, privées qui se sont installées qu'il y a beaucoup de jeunes sur notre territoire et ils font incontestablement aussi la fierté et puis apportent une vitalité pour notre ville sur bien des plans. Et puis on a aussi toute cette partie formation qui structure de manière durable cela, parce que les studios d'animation, les studios jeux vidéo, les tournages à répétition qui viennent s'installer, qui viennent tourner ici en région, puisque la lumière est belle, parce que les pierres sont belles, parce qu'on trouve aussi des paysages très différents, finalement, quand ils sortent des écoles, tous ces jeunes trouvent immédiatement du travail ici, donc en Charente, à Angoulême. Et on dit souvent que Angoulême, finalement, quand on découvre le centre médiéval, finalement, on découvre une pépite. Et Angoulême, quand on vient s'y installer, finalement, c'est pour des raisons souvent professionnelles ou de formation. Et beaucoup, finalement, n'en repartent jamais. Et justement, alors, à propos de pépite, justement, tout en restant fidèle à son histoire, son patrimoine, donc, on voit que Angoulême bouge, se transforme. On note d'ailleurs quand on arrive des aménagements, des projets urbains, revoir les rues, les espaces publics, aménager la voirie. Vous voulez aussi végétaliser. Il y a beaucoup de projets. Alors, il y a sur le Grand Angoulême aussi 2030, mais sur la ville depuis plusieurs années, vous êtes lancé dans la réhabilitation de friches pour accueillir justement des entreprises et des formations supérieures, tout en proposant, on l'évoquera, du logement dit accessible. 75 friches industrialisées, des dizaines identifiées pour des futurs projets. Pour ceux qui ne connaissent pas Angoulême, quels sont les projets emblématiques à venir ici à Angoulême ? D'abord, ça fait 6 ans, en effet, qu'on a lancé un grand programme de rénovation urbaine, une OPARU assez ambitieuse, même
quelques mois finalement avant le lancement de l'opération nationale Cœur de Ville. Et si bien d'ailleurs que c'est ça certainement qui nous a permis d'aller vite sur Cœur de Ville et de faire partie de ces villes assez représentatives d'opérations à succès dans le cadre de cette opération nationale. Mais c'est parce qu'on avait commencé un petit peu avant et qu'on avait déjà dessiné. Dans les 222 villes. Tout à fait. Tout à fait. Mais si on a été plus vite, accélérateur, ça a été un si on a été plus vite que d'autres, peut-être c'est parce qu'on avait déjà dessiné beaucoup de choses qui finalement étaient complètement convergentes avec le programme national. D'ailleurs, c'est pourquoi ici, à Angoulême, on a eu la chance d'avoir un fort accompagnement d'Action Logement, très dense sur des opérations, qu'elles soient publiques ou privées, que ce soit sur des subventions ou des prêts, et qui ont permis de dénouer, de débloquer des friches en cœur de ville qui étaient bloquées pour des raisons donc économiques, de complexité aussi, de restauration patrimoniale. Et nul doute que cœur de ville et l'accompagnement d'Action Logement a été donc salvateur pour nous, pour dénouer cela et donner à voir évidemment des opérations cœur de ville réussies. Et puis, évidemment, l'habitat, c'est une chose, mais c'est important de garder cette mixité sociale, évidemment, dans la ville et de permettre, quels que soient les niveaux, le niveau social, différents ménages de s'y installer. Mais c'est aussi important pour nous de permettre aussi le retour des familles en cœur de ville. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre PLUI que nous avions lancé dès 2015, nous avions imposé, dans le cadre d'opérations de restauration immobilière, que 50% des logements soient au moins des T3 pour mettre aussi un coup d'arrêt quand même à beaucoup d'hôtels particuliers qui étaient en train de se transformer en studio. Une Airbnbisation des cœurs de ville. Ça, évidemment, mais aussi parce que pour des raisons économiques que je peux comprendre, certains propriétaires y voyaient des opérations plus juteuses. Mais notre souhait, c'est de penser la ville de demain et de permettre d'avoir des retours d'habitants aussi en cœur de ville, puisque c'est important aussi pour les commerces. Bien sûr. Donc ça, vous l'avez encadré, vous avez empêché justement cette prolifération. Mais sur les projets, sur les friches et les grands projets emblématiques, quels sont-ils à Angoulême ? D'abord, je voudrais juste, vous l'avez dit, mais dans notre projet d'agglomération Grand Angoulême vers 2030, la transition écologique fait partie évidemment de ces 3 axes forts, si ce n'est peut-être pas l'axe numéro 1, puisqu'il est transversal, il ruisselle, il a des conséquences sur évidemment beaucoup d'actions politiques. Mais sur la reconquête des friches, c'est aussi un axe évidemment fort de notre action publique, qu'elle soit à l'échelle de l'agglomération ou à l'échelle municipale. Il faut savoir que si on a recensé l'ensemble des friches, c'est des centaines et des centaines de friches, c'est un millier de lots qui ont été repérés sur le territoire d'agglomération. C'est industriel de la ville. C'est évidemment, c'est ce que j'allais dire, c'est le passé, c'est le résultat du passé industriel et de sa modification évidemment au fil des années. Et donc on a fait ce travail-là pour permettre à tout porteur de projet intéressé par notre territoire d'aller plus vite et d'identifier évidemment les endroits où les choses peuvent se faire. C'est l'équivalent de 40 ans de foncier si tout simplement on fait la comparaison avec le nombre de mètres carrés, le nombre d'hectares qui sont consommés chaque année. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup à faire, mais pour citer quelques opérations emblématiques, puisque vous m'y invitez, c'est notamment l'îlot du Port, au pied de la ville, au bord du fleuve, qui est une opération que nous avons donc dénouée avec l'EPF Nouvelle-Aquitaine et qui doit être portée dans les semaines et mois à venir par un promoteur immobilier dénommé donc Duval. Et c'est aussi une emprise qu'on a reprise au ministère de la Défense, dont on a été nu propriétaire, au bord donc de notre régiment, puisque nous avons la chance d'avoir un beau régiment en plein cœur de ville, où il va y avoir aussi une opération donc d'aménagement avec des logements mixtes, des activités, du bureau, des activités de commerce, de santé, avec l'ensemble donc des partenaires du territoire pour pouvoir aller plus vite et donner évidemment cette soutenabilité financière le plus tôt possible aux opérateurs pour que évidemment les programmes soient affinés, déposés et puissent sortir de terre le plus vite possible, puisque
Nous sommes aussi une ville qui a protégé son patrimoine et donc il faut passer aussi un certain nombre d'étapes, y compris avec les services de l'État qui peuvent parfois ralentir ou donner le sentiment que les projets prennent plus de temps que prévu. C'est extrêmement clair. Ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est que nous découvrons votre ville chacun avec un prisme différent. On va parler de la nécessité impérieuse de construire. Car il ne vous a pas échappé qu'on a un vrai souci dans le pays, avec des baisses qui avoisinent pour certaines régions les 40% de baisse, c'est quand même dramatique, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est de loger tous les Français, de les loger bien et mieux. Il y a une solution dans la réhabilitation des cœurs de ville, bien évidemment, mais ça ne suffit pas, vous le savez, parce que je sais que vous le dites, et vous en assurez la promotion. On pourrait même dire de vous, dans une certaine mesure, que vous êtes un maire bâtisseur, un maire constructeur, dans le bon sens du terme, hein, j'insiste bien évidemment là-dessus, mais la nécessité de construire. Nous allons passer à la séquence, si vous voulez bien, pour l'immobilier neuf, de parler un petit peu globalement aussi de cette philosophie de la construction avec le leader français de l'immobilier, en l'occurrence Nexity, pour la vie ensemble. On va accueillir dans quelques instants Amaury Vallée. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci de liker et de commenter sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Et nous sommes toujours ici extrêmement bien reçus par le maire de la ville, l'hôte de ces lieux. C'est Xavier Bonnefond qui est avec nous. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir. La vie ensemble avec Amaury Vallée. Bonjour Amaury. Bonjour Sylvain. Directeur régional pour Nexity. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que la région est magnifique. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la commune d'Angoulême, on l'a vu, on l'a dit, que Xavier Bonnefond était un maire bâtisseur, il pouvait bâtir parfois avec un État qui ne laisse pas forcément toutes les bonnes marges de manœuvre. Qu'en est-il de la région sur le logement et notamment la construction neuve ? Bien, je dirais plusieurs choses. D'une part, il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi d'obstacles à construire à Angoulême. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est pas le courage politique, parce qu'on est en présence ici, et je remercie le maire, d'un maire plutôt bâtisseur, dans le côté noble du terme. Néanmoins, les obstacles, ils étaient très simples, c'est-à-dire que il n'y a pas eu pendant des années de sujet de défiscalisation. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais on peut dire aussi que les villes qui l'ont eu ont permis aussi de construire et d'arriver à des logements et à un volume croissant. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de chiffres parce qu'ils ne sont pas singuliers. On est quelque part autour d'une quarantaine ou une cinquantaine de ventes au détail, de ventes aux particuliers, simplement par an. Par contre, il y a d'autres constructions qui se font, que ce soit en LLS, logement locatif social, ou LAC, ce qu'on appelle LAC. Moi, je pense que malgré le fait que il y ait énormément d'atouts, je pense que attirer des familles urbaines, notamment, il y a besoin de culture. Ici, on est complètement dans un berceau culturel extrêmement dense. On a la chance d'avoir des friches industrielles à réhabiliter, etc. Et je pense que on va arriver à un volume plus constant. Pourquoi ? La fin du Pinel, c'est pas bien, et en même temps, c'est bien pour d'autres villes. Parce que finalement, Angoulême va pouvoir sortir son épingle du jeu, je pense. Et d'autre part, je ne vais pas trahir de secret, mais je pense... Enfin, c'est pas une annonce, mais de B2 à B1, Angoulême va passer certainement en zone, je dirais, éligible B1. Il y a de très très grandes chances. Ce qui va nous permettre aussi de faire du LLI. Parce qu'on n'a pas parlé de logement intermédiaire. Oui, Monsieur le maire en a très bien parlé. Il faut du logement pour tous. Favoriser abordable, la sociale. Absolument abordable. Rappelez pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le logement intermédiaire exactement ? Le logement intermédiaire, c'est un logement qui est conçu, je dirais, aussi pour des investisseurs institutionnels type Action Logement, Caisse des dépôts et autres, pour pouvoir investir, comme son l'indique, dans le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est entre le logement social type LLS, logement locatif social, PLS plus PLAI, et entre le marché libre. En gros, on est entre 1 euro et 1,50 € de moins. Disons ici à 9 € du mètre carré. Si je suis un peu riche pour aller sur le marché locatif privé, et trop riche pour être dans le logement purement social. C'est ça l'idée. Concrètement, on est souvent sur des profils de locataires type fonctionnaires ou les anciens du 1%, ce qu'on appelait des professions, je dirais, intermédiaires. Et qui font l'écrasante majorité, d'ailleurs des Français, il faut le rappeler. Absolument. Et vous dites en fait que paradoxalement, ça peut être une chance, notamment sur le territoire d'Angoulême,
la fin du Pinel, mais comment vous avez réagi au fait qu'on arrête Vous avez dit hors antenne qu'effectivement, ça pourrait mettre une belle opportunité. Oui, pour pourquoi ? Parce que, je vous explique, nous, on a beaucoup essayé de travailler sur Angoulême. Alors, vous avez de l'histoire, c'est très bien, vous avez de la richesse, et dans le sol, mais c'est pas de l'or. C'est des os mérovingiens, etc. Et il fait qu'on a plus de complexité. L'État et l'ABF, notamment, sont très soucieux. Et c'est normal, hein, si on veut garder des belles villes en France, et notamment Angoulême, il faut qu'ils soient vigilants. Et donc, on a eu du mal. Et comme je le rappelle, le marché était assez bas. On n'a pas réussi, je dirais, le challenge. Bon, on a quand même construit 130 logements à côté, hein, dans une ville qui s'appelle Despagnac. Avec Égide de Métis, on fait une opération avec la ville d'Angoulême sur la rue Bacono. Oui. Voilà. Donc nous, on a toujours été. Mais c'est vrai que c'est du tissu urbain, c'est sensible, hein, c'est normal. C'est de la dentelle. Et voilà, c'est de la dentelle. Et donc je dirais que voilà. Mais bon, il y a énormément d'atouts. Il y a la LGV. On est en pleine. Enfin, je veux dire, on est en train de récupérer les subsides. Mais c'est vrai, vous êtes à 2 heures de Paris. Vous vous rendez compte, c'est énorme. 1h45. 1h45, c'est-à-dire que vous êtes dans une proximité absolument incroyable. 35 minutes de Bordeaux. Et quand je vois les prix, je me dis que ça reste... Alors, moi, je regarde les prix d'un point de vue un peu parisien, il faut le dire. Donc, je ne suis pas entièrement objectif. Je vais vous en parler. Mais justement, Amaury, pour les prix, ça reste encore très attractif ou pas ? J'ai pas envie de spoiler ma consoeur des notaires, mais c'est vrai que quand on voit qu'on a des loyers quand même qui sont relativement hauts finalement, puisqu'on est en 10 € en moyenne, avec des prix dans l'ancien qui sont entre 1008 et 2000 €. Bon, du mètre carré. Oui, du mètre carré. Oui. Eh oui, et dans des choses bien placées, on peut voir, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour voir que 10 € on a des investisseurs qui seront très captifs avec des taux de rentabilité qu'on va chercher même dans des grandes agglos, des grandes métropoles autour d'aujourd'hui, c'est 2, 5, 3 bruts. Ici, on serait plus sur 5, 6 bruts. Voilà. Mais je dis ça, je ne veux pas que tous les investisseurs. Mais voilà. Remarquez. Non, mais je veux dire, le problème, le neuf, parce que c'est ma partie. Non, mais c'est rentable. Le neuf, c'est ma partie, et donc je dirais que la réhabilitation, il faut qu'on aille plus vers ce sujet-là. On commence chez Nexity, on commence à avoir un volume important sur et moi voilà, dans ma région, j'insiste là-dessus, il faut qu'on aille sur ces sujets-là. Il y a des opportunités ici, il faut qu'on aille les chercher. Monsieur le maire, juste peut-être quand même d'évoquer cet immobilier neuf. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait justement que le Pinel s'interrompe, en fait, qu'il n'y ait même pas de statut du bailleur privé dans le neuf qui normalement, pour ceux qui investissent, ça permet de construire des logements, de loger des familles. Construire des logements, c'est du travail derrière pour le bâtiment, pour des artisans, pour la rénovation. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet arrêt, de ce dispositif d'investissement locatif ? Ici, en local, on n'a jamais été éligible dans de bonnes conditions au Pinel. Monsieur vient de le rappeler. D'ailleurs, au grand désespoir des promoteurs immobiliers, constructeurs locaux. Je vais même ajouter que on a eu un regret puisqu'on avait réussi à un moment donné à écrire un système dérogatoire avec le préfet de région qui était au départ expérimental, puisqu'on donnait l'opportunité aux constructeurs locaux ou autres donc, de construire des lots neufs, et en échange, ils devaient rénover de l'ancien. Donc un lot neuf pour un lot ancien. Ouais. Ça fonctionnait très bien. Ça a été un accélérateur x2, x3 encore de notre PARU ou de cœur de ville. Et puis est arrivée la fin de l'expérimentation avec la nécessité de revoir auprès de la préfecture de région, auprès du ministère du Logement, la poursuite évidemment de cette expérimentation, en montrant quand même preuve à l'appui que les résultats étaient là. On n'a pas forcément été suivi au grand désespoir du territoire, au grand désespoir des constructeurs locaux. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc évidemment, les choses ne se sont pas arrêtées totalement, mais c'était quelque chose qui a été intéressant aussi pour les constructeurs locaux, intéressant pour le territoire, sur l'angle économique, sur l'angle évidemment de l'habitat, et qui était plutôt assez positif, puisqu'on faisait un lot neuf pour une réhabilitation d'un lot ancien. Et pour quelle raison ça s'est arrêté, Xavier Bonnefond ? C'était une dérogation ou une expérimentation, et comme toute expérimentation, je ne vais pas vous refaire la définition du petit Robert. Et donc, comme tout ce qui marche en France,
on s'est empressé finalement de l'arrêter. À l'époque, vous savez, dans les discussions que nous avions avec le ministère du Logement, puisqu'on est monté en délégation, y compris avec les professionnels, on voyait bien que le Pinel, c'était le coût que ça pouvait représenter évidemment pour les caisses de l'État, et qu'il y avait une complexité pour eux certainement d'enlever du Pinel et de maintenir des systèmes dérogatoires qui pourtant avaient produit des résultats ici en Charente. C'est très clair. Amaury, justement, on va parler des prix. Alors les prix, on est à combien sur le neuf aujourd'hui ? Sur le neuf, aujourd'hui, de En toute moyenne. façon, quel que soit le neuf, je dirais, en France, on ne peut pas étendre ça de 3002, 3003. Sur Angoulême, on est plus près de 3005, 3006. Après, je parle de moyenne. D'accord. Voilà. Okay. Ça reste quand même extrêmement bon marché. Je rappelle. Ça reste bon marché. Je veux dire, on a quand même une gare LGV ici. On a beaucoup de choses et moi, j'encourage les investisseurs à s'intéresser à Angoulême parce que, voilà, encore une fois, il y a énormément de choses qui vont pouvoir se faire. Je crois que ce sont des villes qui ont une dynamique et une conscience, comme l'a dit Monsieur le maire, ils ont pris la chose très en amont. Et ils ont réfléchi à leur NPNRU, etc. avant. Donc ils ne ont pas subi Action Logement, ils ont été plutôt à la manœuvre. Donc je pense que c'est des villes où on devrait avoir, sur les 10 prochaines années, Est-ce qu'on trouve encore, c'est la matière première, est-ce qu'on trouve encore du foncier ? Et comment la collectivité essaye de vous accompagner pour justement optimiser la recherche de foncier ? Parce qu'il faudrait bien, malgré le ZAN, le zéro artificialisation nette, donc souvent malheureusement les gens retiennent que le zéro, c'est pas zéro, on peut construire. C'est vrai. Mais on construit différemment. Mais c'est toute la problématique des élus aujourd'hui. Quand je parle de courage politique, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que l'État nous dit on ne va plus s'étaler, etc. Ce qui est, je pense, écologiquement, ça a du sens. Néanmoins, il faut l'acceptation des villes et des habitants. C'est-à-dire que le maire, il porte ça pour la plupart du temps. C'est clair. Il porte ça avec des gens qui habitent. Vous allez changer un peu. Je dirais, il faut vraiment beaucoup de pédagogie aujourd'hui, beaucoup de pédagogie pour faire accepter les projets. Là, on parlait de densité, de intensité urbaine, on peut dire ce qu'on veut. Les citoyens aujourd'hui qui ont un immeuble qui se fait à côté d'eux, etc., ils l'acceptent pas comme des mots d'architectes et d'urbanistes. Donc il faut quand même avoir cette responsabilité-là, mais il faut quand même le faire. Alors justement, on voit fleurir dans pas mal de villes des chartes entre les collectivités, municipalités, des constructeurs, des aménageurs, des architectes. Alors il y a Construire ensemble à Nice, charte bâtiment frugal à Bordeaux, il y a la charte sur la qualité de la construction à Nancy, il y a la charte référentielle urbanisme à Tours, il y en a à Angers, on parle beaucoup de réhabilitation, de réinventer l'existant. Qu'est-ce qu'il y a à Angoulême ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? Alors Olivier adore les chartes, puisqu'on en trouve une dans chaque ville, c'est vrai. Est-ce que vous y êtes allé aussi dans l'agglo de votre charte ? Alors, on n'a pas forcément une charte formalisée, même si on pourrait évidemment la coucher par écrit, puisque les relations avec les acteurs économiques, les promoteurs, elles existent et elles ont pris suffisamment en amont. D'ailleurs, on leur impose, avant de déposer le permis de construire, ou en tout cas la demande de permis de construire, on leur impose de faire une réunion d'information. De concertation en amont. De concertation d'information, ouais. Suffisamment en amont pour pouvoir quand même retoucher un petit peu les projets. Je me suis déjà vu demander à des promoteurs de changer un peu l'angle d'un immeuble pour que les terrasses, les balcons préservent évidemment l'intimité à la fois des gens qui étaient là avant, mais à la fois aussi des futurs occupants de ces bâtiments-là. On a fait aussi le choix parfois de demander des programmes un peu moins denses, quitte à peut-être à revoir aussi le terrain donc qu'on leur vendait, puisque la course, même si on a besoin d'argent, mais la course, c'est pas forcément la course à l'argent, c'est la course d'abord au bien vivre ensemble, à la fois avec les Angoumoisins historiques et à la fois évidemment avec les nouveaux Angoumoisins. On impose aussi quand même dans nos documents d'urbanisme des îlots de fraîcheur, des îlots donc verts à l'intérieur des assiettes foncières quand elles sont suffisamment grandes. Donc on travaille un peu avec tout ça. Il y a un dialogue qui est instauré de toute façon, mais il n'y a pas de charte en tant que telle, même si elle n'a pas une valeur légale, pour donner une sorte de cap ou une vision, puisqu'en fait le Covid a quand même pas mal bouleversé les choses, et c'est vrai que par rapport à des plans locaux d'urbanisme qui datent d'il y a pas mal de temps, c'était aussi ces chartes une façon de remettre les compteurs à zéro. Mais et de voir peut-être n'en éprouvez-vous pas le besoin finalement. On n'a pas forcément eu le besoin, même si on a été durement touché dans le mauvais sens du terme, malheureusement,
par les process Robien. Voilà. Le Robien, oui, d'accord. Robien. Voilà, on en garde quelques séquelles ici ou là. Et c'est depuis d'ailleurs que les choses se sont un petit peu... Le dialogue s'est renforcé. Alors on pourrait tout simplement, évidemment, formaliser ça dans une charte. On le fait sur d'autres actions publiques. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire demain. Voilà. Mais on n'en a pas forcément ressenti le besoin puisque les discussions, elles existent. Et qu'un promoteur, il n'insiste pas quand il voit que, voilà, il n'est pas forcément bien accueilli. Nous essayons de bien accueillir les gens, y compris les Angoumoisins, les habitants de Marin, mais surtout aussi les acteurs privés, les acteurs économiques. Mais il faut que ça soit dans un objectif partagé de faire bien et de faire mieux. Merci beaucoup pour cet élément. Dernière question, juste pour une petite conclusion. Est-ce qu'on peut dire que ce territoire, quand on prend aujourd'hui la teneur du marché de l'immobilier neuf, qui est une véritable catastrophe dans notre pays, puisqu'on ne construit plus, pour le dire, avec une demande solvable, je précise, une demande solvable qui s'est effondrée, crise des taux d'intérêt, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la région Amaury ? Au niveau national, sans faire de la politique Bien sûr. Et sans dramatiser le sujet, tu l'as dit tout à l'heure, Sylvain, c'est catastrophique. En fait, c'est inédit. On a une crise qui est bien au-delà de, je pense, 2008 et 91 et 98. C'est-à-dire que les trois pieds du tabouret que sont la promotion immobilière, l'offre, la demande et je dirais les coûts de construction, et le quatrième qui sont les taux de crédit, tout ça est dans le rouge. Donc moi, j'ai pas envie de faire les Zarathustra ou je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que la région, quand il y a des fondamentaux qui sont bons, économiques, on sent qu'il y a une impulsion politique, il y a aussi une réserve. Moi, je pense que la culture, on parle pas assez de culture, mais c'est vrai que culturellement, c'est riche ici. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent pas juste habiter, ils veulent vivre. Oui, et typiquement, une ville comme ça, il y a beaucoup d'attraits, il y a des offres culturelles. Les gens, ils veulent pas s'installer. Voilà, moi, c'est mon avis. Merci beaucoup. Applaudissements pour Amaury Vallée. Séquence La vie ensemble. Dans quelques instants, nous allons bien sûr passer à un sujet majeur, monsieur le maire, qui est celui de la transition énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments publics, des bâtiments privés. Globalement, c'est comment on va aborder justement les bouleversements climatiques. Bouleversements climatiques, il n'a échappé à personne, qu'on les vivait concrètement tous les jours. On se retrouve tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Eh bien, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans, aujourd'hui, ce qu'on appelle les clés de la ville, les saltimbanques de l'immobilier avec mon ami Olivier Marin. Nous allons de ville en ville et nous sommes à Angoulême. On est ravis d'être avec vous et merci à Xavier Bonnefond, le maire de la ville, de nous accueillir dans cet écrin médiéval, dans cet écrin architectural. On est ravis d'être avec vous, accompagné, bien sûr, d'Olivier Marin. On va parler maintenant, c'est malin, d'accord. Absolument. Il y a longtemps, on ne l'avait pas fait. Reconnais-le. Bien sûr, bien entendu. On va parler maintenant de rénovation énergétique avec nos amis d'Elio. Absolument, la rénovation énergétique. Alors, enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence, de la confiance et de bons conseils. C'est la promesse d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, qui nous accompagne dans chaque étape de notre Tour de France des clés de la ville. Et on est très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre-Marie Perrin. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Sylvain, bonjour Xavier. Directeur des affaires publiques d'Elio. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir des cas concrets à Angoulême, avec les logements, avec cette transition énergétique, quelles sont les nouveautés en matière juridique, de règlement, d'innovation, si on évoque MaPrimeRénov' au niveau national? Alors effectivement, le gouvernement a annoncé il y a 15 jours et la semaine dernière de nombreux changements sur la rénovation énergétique des bâtiments et notamment sur le dispositif MaPrimeRénov' en s'engageant sur 2 piliers. Le premier, c'est l'efficacité et le deuxième, c'est la performance. L'efficacité, pourquoi ? Parce qu'on va arrêter la rénovation par geste. On va juste la maintenir pour décarboner les systèmes de chauffage. Et puis, le deuxième pilier qui est la performance, où là, le gouvernement souhaite accélérer la transition énergétique des bâtiments pour faire des rénovations globales et performantes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver à 200 000 rénovations globales et performantes d'ici 2024. Donc, c'est un enjeu important, sachant qu'aujourd'hui, on en réalise beaucoup moins. Et donc, le gouvernement a décidé de se saisir de cette question et d'y mettre les moyens pour arriver à atteindre cet objectif.
Très bien. Alors maintenant, on va voir au niveau local, quel est l'état du parc des logements à Angoulême? Alors déjà, on peut se satisfaire d'un bon score à Angoulême. Bon élève, Angoulême. Plutôt bon élève. Angers était un excellent élève le mois dernier, mais Angoulême l'est aussi, avec aujourd'hui 37% de passoires énergétiques, donc des logements en E, F et G, ce qui est plutôt une moyenne basse en France. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a du travail. On voit que le parc, il y a à peu près 50% d'appartements et 45% de maisons individuelles, alors que dans les villes qu'on a traversées jusque-là, il y a beaucoup plus d'appartements. Donc on voit un équilibre entre maisons individuelles et appartements. Et donc beaucoup de travail pour rénover le patrimoine. Juste une petite intervention, Xavier Bonnefond, à propos d'écologie et d'Angoulême, parce qu'Angoulême a depuis très longtemps été à la pointe, s'est engagé notamment dans une politique de développement durable en lançant la démarche d'agenda 21 en 2008. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de concertations, carte et climat notamment, il y a beaucoup de choses dans le domaine. Oui, en effet, nous sommes dans une démarche de carte et climat, qui est en fait le choix politique fait par les élus, donc à l'agglo, de mettre dans cette démarche 4 grands documents donc d'urbanisme et d'obligation, à savoir donc le PCAET, le plan climat et énergie territoriale, dont on n'était pas doté lors du mandat précédent, que j'ai souhaité voir impulser très vite et le plus vite possible à l'aune de ce nouveau mandat. Un PLUI à l'échelle communautaire, puisque nous avons été une agglomération qui a revu son périmètre, donc on a aujourd'hui l'obligation de dessiner un PLUI à l'échelle donc des 38 communes de l'agglomération, un plan de mobilité, puisqu'on sait à quel point quand même les mobilités sont aussi générateurs d'émissions de gaz à effet de serre et font partie quand même de ces leviers indispensables, incontournables demain. Et puis évidemment le PLH, le plan local d'habitat, qui fait partie des enjeux de demain pour notre territoire, pour toutes les raisons d'attractivité que nous connaissons. Très bien. On retourne aux exemples maintenant de rénovation globale à Angoulême, Pierre-Marie, avec côté particulier. Alors là, vous avez pris l'exemple d'une maison, 125 mètres carrés, avant et après travaux, qui concerne un couple d'Angoulême, 3 enfants, maison équipée en chauffage électrique. Alors Olivier, je vais juste avant ça me permettre de rappeler l'ensemble des aides qui existent, notamment pour les particuliers. Il faut savoir que vous avez donc les aides publiques, avec MaPrimeRénov' dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez également une aide privée, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, et qui sont payés par les fournisseurs d'énergie, EDF, Total, et qui ont l'obligation de faire baisser la consommation énergétique de leurs clients. Et c'est une aide qui va être payée par ces fournisseurs d'énergie et que les citoyens ne connaissent pas forcément. Et les citoyens, ils y ont droit facilement? Exactement. Au même titre que MaPrimeRénov'. Oui, sachant que c'est... Ça complète les aides. Ça complète et c'est élargi, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins soumis à des questions de revenus et que n'importe quel citoyen peut bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Alors je confirme que les citoyens ne le savent pas, ça c'est sûr. Beaucoup de citoyens le savent. Déjà sur MaPrimeRénov', c'est une galère pour y aller et pour essayer de trouver un petit peu les éléments, bien que quand même le portail France Rénovation a quand même fait beaucoup d'efforts dans la lisibilité, mais c'est quand même très compliqué. Donc d'où la nécessité que vous avez certainement de les accompagner. Exactement, il y a une troisième typologie d'aide, ce sont les aides des collectivités locales qui vont spécifiquement, avec des particularités de leur territoire, accompagner tel ou tel projet de rénovation énergétique. Et ça se cumule. Et ça se cumule. Et je sais qu'Angoulême l'a mise en place et que c'est extrêmement intéressant. Et donc pour revenir à notre cas pratique, on va essayer de faire passer ce ménage et ce bâtiment, cette maison, de l'étiquette énergétique G pour la passer en C. Elle existe vraiment, hein ? Elle existe vraiment. Avec un gain énergétique de 79%, donc ce qui est colossal pour le ménage. Le montant des travaux global, 38 000 euros à peu près, avec 17 000 euros de prime C2E, dont je parlais tout à l'heure, donc ce qui est absolument colossal, 4 500 euros d'aide MaPrimeRénov', le dispositif d'aide publique, un petit peu moins important, et puis vous allez avoir un bonus de sortie de passoire énergétique de 1 000 euros. Et avec ça, vous allez avoir un reste à charge de 15 400 euros, donc ce qui est très important. On divise par 2 le reste à charge pour les ménages. C'est énorme, c'est fou. Et vous allez me dire, ça va être compliqué ce reste à charge pour des ménages qui peuvent être modestes. Et ben, il y a des dispositifs qui sont en place, qui ont été
poussé et avancé par le gouvernement, notamment l'éco-prêt à taux zéro, qui va permettre de financer ce reste à charge. Et on encourage les ménages à aller voir les banques, et ce que les banques puissent, elles aussi, proposer des dispositifs novateurs afin d'accompagner les ménages. C'est ce qu'on appelle l'éco-PTZ aujourd'hui, Exactement. Qui a survécu aux annonces du CNR. Du CNR Logement. Mais c'est important qu'on puisse lever les freins, parce Bien que sûr. le problème financier est colossal pour les particuliers. Question concrète, sans provocation, mais est-ce qu'on trouve aujourd'hui à financer concrètement le reste à charge ? Ce que vous appelez le reste à charge. C'est très difficile aujourd'hui, et c'est pour ça que les acteurs bancaires doivent être moteurs dans cette dynamique. Et tant que les acteurs bancaires et tant que le gouvernement n'arrivera pas à solliciter ces acteurs bancaires, on n'arrivera pas à remplir cette mission qui est d'inciter les ménages à faire des travaux de rénovation énergétique. Donc il faut absolument lever ce frein. Deuxième exemple dans l'habitat collectif. Alors là, c'est une copropriété de 1972, bâtiment avec 64 logements, un système de chauffage gaz collectif avant et après travaux. Donc là, c'est la même chose. On souhaite passer d'une étiquette énergétique E pour la faire passer à B avec un gain énergétique de plus de 60%. Donc c'est important et pour ça, il va falloir engager de nombreux travaux. On va isoler les murs par l'extérieur, on va isoler la toiture terrasse, on va isoler les planchers bas, on va remplacer la chaudière actuelle par une chaudière gaz à condensation, on va mettre en place une VMC double flux et puis on va remplacer les huisseries. Avec tout ça, pour un paquet de travaux de plus de 1 200 000 €, on va réussir à avoir 484 000 € d'aide. Presque un tiers d'aide, avec 138 000 € de C2E et 135 000 € de MaPrimeRénov', spécialisé pour les copropriétés, pour un reste à charge à 770 000 €. Ce qui paraît très important pour une copropriété. Mais vous avez donc ces aides, et puis il est nécessaire pour les copropriétés d'être bien accompagnés par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour piloter et réussir à trouver les meilleures sources de financement et réaliser des travaux pour une meilleure efficacité énergétique. Très bien, merci. Alors, plus clair, il n'y a pas. Tout simplement. Merci. Vous me flattez, Sylvain. Pierre-Marie Perrin, extrêmement précis. Mais si on avait ce genre d'informations aussi clairement établies, ça serait quand même, convenez-en, beaucoup plus simple pour les clients. Exactement. Et je voudrais rajouter un dernier mot avant que vous me coupiez la parole et que je parte. C'est qu'Elio accompagne notamment les collectivités territoriales dans la valorisation de leurs aides et des certificats d'économie d'énergie. Et à ce titre, on a signé une convention de partenariat avec le Grand Angoulême. Donc on accompagne Grand Angoulême et les communes à valoriser justement ces aides et à les accompagner dans la recherche des aides. C'est très important, notamment en milieu rural, où les collectivités n'ont pas forcément les ressources techniques et financières pour accompagner ce type de projet. Donc des sociétés comme la nôtre, comme Elio, sont là pour faire du sur-mesure, pour aider les élus à trouver de l'argent là où il y en a. C'est majeur, et c'est majeur pour deux raisons. J'irais même pour trois raisons. La première, c'est que, effectivement, les bouleversements climatiques nous touchent, et que deux, il y va même de la santé publique des habitants, pour un meilleur confort d'été, et un meilleur confort aussi dans l'hiver, parce qu'aujourd'hui, on le sait plus que jamais. Bien évidemment, il faut trouver son modèle, trouver son modèle économique, il faut aider les collectivités locales, et c'est vrai que vous avez la particularité chez Elio d'être multipolaire autour de la rénovation énergétique, c'est-à-dire une approche collective, une approche de l'habitat individuel et de l'accompagnement individuel. C'est de ça dont les Français ont besoin, c'est sans appel. Aujourd'hui, les sondages, vous le savez, le démontrent. Ce qui décourage souvent les personnes dans ce pays, c'est justement parfois l'absurdité technocratique qui les empêche, une inflation normative et une inflation administrative. Vous avez la particularité chez Elio, c'est plutôt smart et d'ailleurs c'est plutôt ingénieux d'avoir trouvé finalement le lien qui vous permet de le simplifier. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio, et je vous propose que nous parlions maintenant avec Maître Amandine Spitcha-Bérard, notaire à Angoulême. On va parler de la séquence Parlons bien, de l'habitat ancien extrêmement important, et qui mieux que les notaires pour nous en parler, c'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici, dans cet écrin magnifique de la bonne vieille ville d'Angoulême. Angoulême, une capitale, le balcon de l'Aquitaine, comme le disait tout à l'heure Grégoire Darico, que je vous invite fortement à découvrir. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une révélation. J'ai découvert une ville superbe. Alors, quand on arrive à la gare, c'est pas évident tout de suite, parce que quand on regarde autour,
on se dit qu'on a un regard un peu particulier. Par contre, j'ai beaucoup aimé le menhir avec les statues Hergé et Goscinny. Je trouve ça génial. Vous êtes super. Il y a l'obélisque. Et l'obélisque, absolument. Qui a été offert par la fondation Goscinny et par Anne Goscinny. Et il y a le menhir qui a été offert par Sylvie Uderzo. Chaque mois, un ou une notaire du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, on est très heureux de recevoir maître Amandine Spichat-Bérard, notaire à Angoulême. Bonjour et merci d'être présente ici. Merci pour votre invitation. Alors, avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de l'immobilier ancien. On va voir l'évolution des prix, on va voir l'évolution des ventes, mais également donner quelques conseils pratiques. Quelques chiffres clés pour démarrer. 1568. Comme 1568 €. Ça, c'est le prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Angoulême. Alors évidemment, avec de fortes disparités selon les quartiers, notamment entre le centre et la Roseraie. Enfin, 5% de hausse de prix de l'immobilier sur un an. 155 000, ça, c'est le prix médian d'une maison ancienne sur Angoulême. 45 ans, c'est l'âge moyen d'un acquéreur. 7% de franciliens, ici à Angoulême. Et puis, j'ai noté 308, c'est le nombre d'annonces de biens à Angoulême sur le site du Figaro Immobilier. Par contre, 25 annonces de biens en location. Et ça, on le retrouve partout dans beaucoup de villes. C'est la tension locative. Il y a de moins en moins de possibilités de louer un logement. Et ça, on l'évoquera notamment avec vous. Alors, on a fait différents tours de France. Dans chaque ville, il y a un ralentissement de l'activité. Y a-t-il un ralentissement de l'activité ici à Angoulême ? Oui, effectivement, on a un petit ralentissement qui se note depuis le milieu de l'été dernier, mais comme c'est le cas également à l'échelle nationale. Mais pour ce parler ralentissement, il est synonyme d'une baisse des prix ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Pour parler en chiffres, au niveau des appartements, on est à moins 5,7% au niveau des transactions, moins 8,7% de volume au niveau des ventes de maisons. Donc, un ralentissement, certes, mais rien encore de très significatif. Comment vous l'expliquez, alors, justement, ce ralentissement pour vous ? Ce ralentissement, il peut avoir plusieurs origines. D'une part, il peut s'agir en réalité d'un retour à la normale, puisqu'on a eu une période post-Covid qui a été relativement abondante, exceptionnelle, que ce soit au niveau du volume des transactions, avec plus 20% de transactions. Et ça a fait monter les prix. Exactement, et corrélativement une augmentation au niveau des prix, puisque pour citer par exemple le plateau, le Vieil Angoulême, on est passé pour un appartement à un prix de vente moyen au mètre carré de 1 400 à 1 900 €. Ce qui est quand même considérable, avec des prix bien entendu qui peuvent être bien plus hauts. En combien de temps Le période Covid, 2 ans. Ah, 2 ans, oui, c'est énorme. Énorme. Ouais, ce qui est énorme. Alors voilà, un premier facteur, je dirais un retour à la normale. Et puis après, il y a également ce climat anxiogène, cette actualité abondante qui peut parfois faire peur. Je pense par exemple la difficulté parfois pour obtenir un financement, qui rend un climat anxiogène et qui a pour conséquence effectivement peut-être ce ralentissement. Mais encore une fois, pas de catastrophisme. Vous voulez dire que ceux qui auraient un projet résidentiel, par exemple, de quitter leur location en se disant c'est bien que je devienne propriétaire, finalement ils se disent je vais peut-être rester. Effectivement, je vais peut-être rester parce que les taux d'intérêt, 400 points de base d'augmentation quasiment en un an et demi, incertitude parfois économique, c'est vrai que le moral des Français il en prend un coup quand même. Oui, tout à fait. Alors après il faut aussi relativiser. Et avoir en mémoire qu'il est parfois mieux peut-être de régler une échéance de prêt que de payer un loyer à fond perdu. Ah, ça serait bien qu'on le dise à tout le monde. Donc, ça. Voilà, il faut. C'est du crédit inversé. En fait, on vous prête l'argent que vous épargnez. Non, mais c'est vrai. Au lieu de payer un loyer à fond perdu, on paye. Vous êtes favorable, Monsieur le Maire, en fait, que les Français, comme ça, il faut qu'ils achètent leur résidence principale. Alors, moi, je considère en effet que il faut qu'il y ait de plus en plus de propriétaires, puisque déjà par définition, on entretient mieux son bien quand on est propriétaire, et je considère en effet qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne proportion évidemment de locataires propriétaires dans notre ville. Après, juste pour rebondir
ce qui vient d'être dit. On a beaucoup parlé de la période post-Covid. Il faut savoir quand même que le prix de l'immobilier à Angoulême était extrêmement bas depuis des années. Donc un effet rattrapage. Il y a un effet rattrapage qui maintenant a commencé il y a bien avant la crise sanitaire et l'épisode Covid. Qui a continué, alors qu'il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu un temps d'arrêt en effet pendant la crise sanitaire, puisque on pouvait difficilement signer chez le notaire pendant un certain moment. Mais moi, mon indicateur, c'est aussi les droits de mutation qui tombent dans les caisses de la ville. Et c'est vrai que depuis 2014-15, ils sont en constante augmentation, donc en tout cas dans les caisses de la ville d'Angoulême, en constante augmentation. Et on se dit d'une année sur l'autre, mais à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va replonger. Et on ne voit pas encore cette difficulté-là. Alors on fait très attention dans nos budgets pour ne pas être trop optimiste, évidemment, mais on voit bien quand même que même s'il y a de moins en moins de biens, on voit bien que quand même il y a encore un marché qui reste dynamique, mais évidemment, peut-être qu'il est moins dynamique qu'il y a quelques années. En même temps, je voudrais aussi dire que 3,5 de taux d'intérêt, parce que c'est à peu près le taux actuel. Voire 4 bientôt. 4, ça reste évidemment beaucoup plus que les 1 qu'on a longtemps eu, mais qui était quand même relativement anormal, hein, il faut quand même se dire les choses, et qui reste en deçà de ce que certains de nos parents ont pu connaître. Oui. Et puis de l'inflation surtout, puisqu'une inflation à 6 ou 7, effectivement... Moi, donc il faut emprunter et il faut investir. Bah, nous, on a l'âge d'avoir connu les taux à 12. Absolument. Alors maître, justement, pour ceux qui ne connaissent pas Angoulême, si on devait prendre une photo, quels sont comme ça les différents quartiers, les demandes des quartiers porteurs, ou si vous deviez nous faire un panorama. Et indicateur de taux de rendement qui intéresse aussi les investisseurs. Bon, déjà, dans les quartiers, ici, vous voyez le vieil Angoulême, le plateau, vous avez un des quartiers, je dirais, les plus attractifs, que ce soit principalement pour les familles, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, avec le développement du télétravail, on a des Angoumoisins qui travaillent ici, mais également qui travaillent sur Bordeaux, sur Paris, où il reste aisé de se déplacer en train et de continuer en fait à habiter ici et avoir je dirais le calme angoumoisin et la douceur de la vie ici. Et puis les quartiers également aux alentours sont également très attirants. Je pense par exemple au quartier de Saint-Cybard, de L'Houmeau, mais aussi Victor Hugo, la Bussate, où ce sont des quartiers où le prix au mètre carré reste tout à fait raisonnable. Vous en faisiez état tout à l'heure, et même idéal pour des investisseurs. Avec des taux de rendement qui Avec sont des taux en de moyenne rendement qui sont de l'ordre de 11 euros le... D'accord. Ouais. Okay. 11%, pardon, au niveau du taux de rendement. 11% de taux de rendement moyen 11 euros, pardon, le mètre carré au niveau du prix du loyer, la rentabilité 6. Oui, d'accord. En moyenne, comme à l'échelle. Ce que disait tout à l'heure Amaury, on était peut-être entre 6, 5, 7% de taux de rentabilité, ce qui est quand même très très élevé, puisque la moyenne, elle est inférieure à 3. Et si on sort d'Angoulême, la ville, quels sont là les secteurs justement porteurs? Quelques exemples. D'autres communes limitrophes, Grand Angoulême, peuvent également être nommées. Je pense par exemple aux communes de Saint-Yrieix ou Puy-Moyen qui attirent beaucoup. Alors, on va avoir des familles qui recherchent éventuellement un petit peu plus d'espace vert, un petit peu plus des terrains de plus grande importance et qui vont avoir tendance à se diriger vers ces communes. Phénomène Airbnb, il y a toujours ou pas? C'est quelque chose qui vous inquiète ou pas, monsieur le maire? C'est un vrai talon d'Achille dans certaines villes. Et certaines l'ont carrément interdit. Ça peut priver de logement des étudiants ou des... Saint-Malo, Biarritz. Voilà, alors d'autant plus qu'on a là un sujet logement étudiant qui pointe, qui commence à être prégnant. On a une offre Airbnb de plus en plus. Alors pour l'instant, ça se régule, j'ai envie de dire quand même, parce que plus il y en a, plus évidemment à un moment donné, certains finalement revoient leur bien à un autre usage parce qu'ils ne trouvent pas forcément, on va dire, le chiffre d'affaires qu'ils imaginaient au départ. Donc pour l'instant, on sent quand même une régulation, mais on est vigilant là-dessus. On perçoit, en tout cas, on suit le nombre de meublés de tourisme. On regarde également aussi, pour avoir un petit coup d'avance, comment on peut peut-être réglementer ça demain, si ça devenait, on va dire, un sujet encore plus prégnant, parce qu'il faut faire attention à ça, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est des habitants.
c'est des habitants qui consomment évidemment sur place. Bien sûr. C'est aussi une offre étudiant, puisque il faut savoir qu'il y a beaucoup de bailleurs privés également, donc sur la ville-centre, sur Angoulême, qui jouent évidemment un rôle historique. Et le fait que certains aillent demain vers une offre Airbnb, c'est pas forcément, on va dire, satisfaisant pour le développement et les attentes des habitants et des gens qui veulent venir à Angoulême. Très bien. En cette période, justement, vous l'évoquez, d'incertitude, en quoi il faut être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier? Bon, il faut être attentif, on en parlait tout à l'heure, la performance énergétique des logements. Je pense également aux propriétaires actuels qui doivent avoir conscience que leurs biens risquent d'être immobilisés prochainement s'ils n'ont pas l'intention de réaliser des travaux visant à améliorer la performance énergétique, d'une part, et également corrélativement pour les acquéreurs. Peut-être faire chiffrer également en amont ces travaux lorsqu'ils font une offre d'achat pour avoir connaissance des conséquences financières pour eux. Et puis également, un petit peu plus maintenant qu'avant, peut-être faire étudier son dossier de financement avant signature du compromis de vente, avoir déjà des éléments chiffrés, un aperçu de la part des établissements bancaires, de façon à éviter toute mauvaise surprise, éviter les refus de prêt, qui sont peut-être un peu plus nombreux que précédemment, mais encore une fois, il reste tout à fait possible d'acquérir, et en particulier à Angoulême. C'est très important ce que vous dites, pour vous tous qui nous écoutez. Quand vous préparez votre dossier, vous le préparez en amont, avant même d'envisager la signature du compromis, pour évaluer votre solvabilité, évaluer le niveau de refus, parce qu'effectivement, le nombre de refus de crédit, il a avoisiné quand même les 45%. C'est quand même pas neutre du tout. Les premiers à s'en plaindre, ce sont les courtiers, bien évidemment, c'est très clair. Avec les courtiers, c'est important parce qu'ils aident aussi à trouver les meilleures banques, mais effectivement, plus on prend le soin de préparer son dossier, mieux c'est pour l'obtention. Tout à fait. C'est très clair. Et donc on investit à Angoulême, on vient ici, pourquoi? Pour quelle raison? On investit à Angoulême pour le cadre de vie, pour la proximité des services, des commerces, et puis... on est à côté de la montagne, on est à 1 heure de la mer, on est à 2 heures, on est moins de 2 heures de Paris. Voilà. Et puis vous avez venez à Angoulême. La facilité de circulation, contrairement à d'autres villes. Ah oui, ça, écoutez, tout à l'heure, nous étions arrivés vers 9h du matin. Après avoir le passage de la gare, on découvre la ville et on n'entend rien. Pas de bruit. Voilà, le calme angoumoisin. Là, c'est extraordinaire. Il ne manquait plus que le terrain de pétanque et on allait jouer au boule avec eux. C'est extraordinaire. Merci. Merci infiniment. Merci. Applaudissements pour Amandine Péchaviard. Je rappelle que vous êtes notaire à Angoulême. Un conseil, ne changez rien. Voilà, ne changez rien. On va terminer bientôt cette émission, et merci d'avoir participé avec nous, de rester avec nous tout au long de ce programme. On est ravis d'être ici pour vous faire découvrir cette ville d'Angoulême, et encore merci vraiment à monsieur le maire de partager ce moment avec nous. On va accueillir dans quelques instants Cyril Curie pour nos amis d'Arkea Bank. On va parler territoire tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons territoire. Avec Arkea Bank, entreprise et institutionnelle. Et bien voilà, de retour ici à Angoulême. On est ravis d'être avec vous pour ce programme. Je vous rappelle, les amis, que tous les mois, avec Olivier Marin, nous traversons le pays. Nous sommes les compagnons du devoir de l'immobilier pour découvrir les villes de France. On est ici dans les salons de l'hôtel de ville à Angoulême avec Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême. Applaudissements pour Xavier Bonnefond, s'il vous plaît. Applaudissements mérités et très spontanés parmi le public, bien évidemment. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour Cyril Curie. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur territorial pour aujourd'hui Arkea Bank et institutionnel. J'insiste bien. Tout à fait. C'est une banque coopérative, une banque qui est issue de la coopération, donc une banque qui appartient à ses clients. Voilà, ça me rappelle un slogan. Et vous avez la particularité chez Arkea Bank, c'est d'être la banque dans les territoires, on le sait puisque vous nous accompagnez chaque mois, qui avait le meilleur ancrage territorial pour l'accompagnement et les financements des projets. Parlez-nous de ce que vous faites ici, dans ce territoire à Angoulême. Effectivement, le territoire d'Angoulême est un territoire effectivement de cœur pour le groupe Crédit Mutuel Arkea. C'est son territoire historique, le groupe Crédit Mutuel Arkea étant le regroupement de 2 fédérations du Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, qui nous permet effectivement d'accompagner le développement du territoire via nos agences du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et via
l'implantation effectivement d'Arkea Banque Entreprise Institutionnelle qui accompagne les entreprises de plus de 30 millions de chiffre d'affaires, les promoteurs immobiliers et les acteurs publics, collectivités locales et tous les satellites qui gravitent autour. Alors, quelques projets emblématiques qui montrent en fait l'empreinte que vous avez lorsque vous accompagnez ces projets. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui ? Alors, ce qui me vient à l'esprit, effectivement, ce sont des projets en lien avec notre raison d'être. À savoir, nous sommes transformés en société à mission l'année dernière et notre raison d'être, nous l'avons définie autour de 2 axes majeurs, la vitalité des territoires et la transition environnementale. Et effectivement, comment accompagner le territoire d'Angoulême sur ces sujets ? Et notamment en allant réfléchir et nous inscrivant dans le programme Action Cœur de Ville sur tout ce qui est effectivement la reconversion des friches et notamment ce qui nous a marqué sur le territoire, c'est que le Grand Angoulême s'est approprié effectivement ces sujets en créant avec la SEM Territoire Charente une foncière dédiée pour intervenir sur le volet commerce, pour lutter contre tous les commerces vacants en pied d'immeuble et aussi sur l'immobilier d'entreprise, pour accompagner l'implantation d'entreprises. Car effectivement, pour développer l'immobilier sur un territoire, c'est important de pouvoir loger les habitants, mais aussi effectivement de faire en sorte qu'il y ait de l'emploi et du bien vivre ensemble. Parce que ce triptyque, finalement, entre l'accompagnement des collectivités locales, parce que vous avez une très forte empreinte au niveau, en tant qu'institutionnel, au niveau des collectivités locales, heureusement d'ailleurs qu'on a des banques coopératives, monsieur le maire, pour nous accompagner sur le sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure Action Logement. Chez Action Logement, il y a un bras armé qui s'appelle Action Logement Service, qui est le collecteur de la PAC, participation à l'effort de construction, qui est devenu d'ailleurs une institution publique, comme vous le savez, lâché par personne. Action Logement qui a renouvelé d'ailleurs sa convention quinquennale avec l'État, c'était pas gagné d'avance, mais voilà. Et Arkea accompagne tous ces mouvements. Est-ce que le fait d'avoir cette multipolarité entre le public, le privé, l'accompagnement des promoteurs régionaux que vous soignez tout particulièrement, ça donne véritablement l'ADN d'Arkea, puisque vous avez vraiment un savoir-faire sur le plan de l'aménagement du territoire et du financement des projets urbains. C'est ça, c'est-à-dire que nous intervenons tout au long de la chaîne de l'immobilier. En partant des politiques publiques en termes d'habitat et de développement économique, en intervenant auprès des aménageurs, des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux et des foncières. Et ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et bien de comprendre le développement du territoire. Alors justement, est-ce que vous avez en tête un projet totémique qui illustre parfaitement le rôle que vous avez majeur dans l'empreinte territoriale, comme le territoire d'Angoulême? Effectivement, Sylvain, je vais vous ramener de nouveau du quartier de la Gare. Oui. Nous allons marcher 5 minutes jusqu'au boulevard de la République. Et boulevard de la République, où effectivement nous avons accompagné la SEM Territoire Charente et sa foncière immobilière Charente pour faire de l'immobilier entreprise sur une emprise délaissée qui était effectivement à l'abandon, et alors que effectivement d'un autre côté nous avions les studios Blue Spirit qui eux étaient dispersés sur plusieurs sites et étaient en croissance. Et donc effectivement, comment faire en sorte de valoriser un foncier, une friche délaissée, pour aller effectivement créer un bâtiment de bureaux dédié à l'image, parce qu'on sait que le secteur de l'image effectivement est un gros secteur sur Angoulême. Et effectivement, nous avons financé donc Immobilière Charente pour réhabiliter effectivement ce bâtiment. Ça, c'est en projet ou c'est déjà quelque chose qui est effectif? C'est déjà effectif, ça vient d'être livré en 2023. Effectivement, le studio Blue Spirit est dedans. Le projet fait environ 2000 m² et donc a permis effectivement la création, le regroupement de 200 emplois sur le quartier de la Gare. On est, comme je vous disais, 5 minutes du quartier de la Gare, 10 minutes de l'hypercentre, et donc ça permet vraiment toute la vitalité, effectivement, d'avoir de l'emploi et de la reconversion de friches en hypercentre. Monsieur le maire. Regroupement, mais aussi développement, puisque Blue Spirit fait partie de ces studios qui ont un pied à Paris et un pied en région, et à Angoulême, et on fait le choix de se développer au vu des projets qu'ils ont signés à Angoulême, pour des raisons évidentes. D'abord, la qualité de vie. D'abord aussi, les loyers moins chers aussi pour leurs salariés et leurs cadres. Et dans l'opération qu'évoque monsieur, certes, c'est un regroupement parce qu'ils étaient sur 2 sites, mais en plus, c'est un site d'immobilier d'entreprise qui leur permettra et qui leur permet de monter jusqu'à 350 salariés
sur site en fonction des commandes, puisque vous savez que Blue Spirit, vous ne savez pas, mais a travaillé notamment sur la dernière version des Cités d'Or, travaille sur d'autres projets à venir sur lesquels ils auront la possibilité de communiquer avec Netflix et autres. Donc c'est un gros studio en vue, comme d'autres, mais un gros studio qui dispose maintenant d'un outil immobilier adapté, sécurisé, puisque les contraintes avec ces grands groupes internationaux comme Netflix imposent un cahier des charges qui leur permet donc de monter jusqu'à 350 salariés demain. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril Curie, de nous montrer les éléments. Ce que vous dites tout à l'heure, vous y avez fait allusion, monsieur le maire, sur la complexité pour l'élu que vous êtes de trouver les ressources, vous savez, pour financer vos projets. Vous avez besoin du privé, on est d'accord, vous avez besoin des promoteurs privés pour vous accompagner, vous avez besoin des aménageurs, et d'ailleurs, vous avez des alliances aujourd'hui très fortes avec les aménageurs, mais aussi les financeurs que vous êtes, pour accompagner les projets urbains. C'est pas toujours les banques, on va dire, entre guillemets, traditionnelles qui vous accompagnent. Donc, c'est très important d'avoir ce triptyque. Et là, je peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Vous avez lu les restitutions du CNR par Elisabeth Borne, la première ministre, où on a titré d'ailleurs que c'était la montagne qui avait accouché d'une souris, vous savez, avec des mesures qui n'étaient pas la taille des enjeux. Alors, je connais un peu vos orientations politiques. Vous avez été comment, sidéré, choqué, surpris justement par rapport à ce qui a été dit, puisque encore une fois on va vous demander, vous, maire d'une ville qu'on appelle moyenne, on va vous enjoindre, vous donner une injonction par Paris, et vous le savez, par la préfecture, en disant, monsieur le maire, il faut loger aujourd'hui les Angoumoisins, comme vous dites, et les nouveaux entrées. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès qu'on entre ici dans l'hôtel de ville, on a un panneau pour l'accueil des nouveaux arrivants, c'est des nouveaux habitants. Ouais. C'est rare, on l'a pas beaucoup vu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vois et je constate, et je le vois d'ailleurs par le parterre qui nous occupe, que vous êtes un maire soucieux de l'accueil des nouveaux arrivants. Et vous faites d'ailleurs des rencontres de la proximité, c'est-à-dire aussi faire venir aussi les habitants, aller à leur rencontre et les voir régulièrement, ce qui ne se fait pas partout, ces rencontres de la proximité aussi. Bah, après, ça, c'est le fil conducteur de mon action depuis 2014, et auquel donc j'essaie, je tente évidemment d'être au rendez-vous, même 9 ans après, puisque on voit bien que tout se complique, tout devient plus compliqué, on voit bien qu'on enchaîne les crises, et donc je pense qu'aujourd'hui, être élu local et être maire, c'est le plus beau des mandats, mais c'est aussi un sacerdoce. Donc si on n'est pas convaincu et dans la proximité, je crois, au quotidien, je pense qu'il faut faire autre chose, parce que c'est quand même le propre d'un maire. Après, vous savez, moi j'ai toujours considéré, j'étais élevé quand même et formé en partie auprès de Jean-Pierre Raffarin, j'étais toujours convaincu qu'on décidait mieux et on faisait mieux quand on était en région, en local, en province, on l'appelle comme on veut, parce que tout décider de Paris, c'est le pire des scénarios. Et une démocratie, on va dire, locale qui est très, très forte. Merci beaucoup, Cyril. Je rappelle que vous êtes directeur territorial pour Arkéa Banque et Institutionnel. Applaudissements pour Cyril Curie. Eh bien, voilà, les amis. Nous allons bientôt nous quitter, et justement, on parlait de démocratie locale. Eh bien, c'est Marguerite de Navarre qui disait la chose suivante: place qui parlemente est à demi gagnée. C'est là aussi la devise que l'on pourrait vous affubler, Xavier Bonnefond. Et je précise aussi qu'il y a un très joli texte, ce qui s'appelle Les Illusions perdues d'Honoré de Balzac, où il parle justement de son entrée dans la ville d'Angoulême, une ville absolument magnifique. Il y a beaucoup de poètes aujourd'hui et d'écrivains qui ont écrit sur cette ville. Ça lui donne le caractère bucolique, mais encore une fois, résolument tourné vers la modernité et résolument tourné vers l'innovation. J'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on fasse un triomphe à Xavier Bonnefond, le maire de Angoulême. Merci. Merci à vous. Merci également à tous nos partenaires. Amaury Vallée, le directeur régional de Next City. Merci également à Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de chez Elio, toujours aussi pointu. Arkéa Banque avec Cyril Curie, et pour le Conseil supérieur du notariat, un vrai plaisir de recevoir Maître Amandine Spicha-Bérard, notaire à Angoulême. Une petite mention pour nos amis avec Baptiste, notre régisseur, notre directeur artistique, Alexandre Burkhardt, et toutes les équipes du Figaro et de Radio Immobilier.
Merci encore une fois, Olivier. On sera de retour, bien sûr, sur le plateau. Pour la dernière de la saison, on sera à Nîmes. Merci Xavier Bonnefond. Une conclusion, Xavier Bonnefond, peut-être ? Juste rappeler que vous avez beaucoup parlé de Marguerite, et évidemment, c'est une femme qui compte dans le destin d'Angoulême, dans la destinée d'Angoulême. Mais Florent Gaillard a évoqué notamment Isabelle Taillefer, et on dit souvent que Angoulême, c'est la ville au de Rennes, puisque il y a Isabelle Taillefer et Marguerite et François Ier, évidemment, puisqu'elle était la sœur aînée de François Ier. Et qu'on a eu d'ailleurs à découvrir, bien évidemment, ici à Angoulême. C'est un véritable plaisir de partager ce moment. Merci à vos équipes aussi de nous avoir très gentiment accueillis ici. À toutes et à tous, on va vous souhaiter un excellent été. On va se retrouver à Nîmes, bien sûr, courant juillet. Prenez soin de vous d'ici là. Et surtout, découvrez ce formidable territoire dans nos villes, parce que la France, c'est sûr, elle a un incroyable talent. Je l'ai un peu pris comme ça. Merci à tous. Merci. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.